Nous pénétrons aujourd'hui au cœur d'un processus de transformation que l'on pourrait qualifier d'alchimie moderne. Loin des usines aseptisées de haute technologie, nous sommes dans un atelier artisanal où la chaleur, la poussière et le labeur humain sont les maîtres mots. C'est ici, dans cette forge de la seconde chance, que le verre usagé, le rebut de notre consommation, se voit offrir une nouvelle destinée. Ce n'est pas seulement un recyclage, c'est une véritable résurrection de la matière. Le paradoxe est frappant. D'un côté, le chaos des fragments brisés, le désordre du déchet. De l'autre, la quête obsessionnelle de la sphère parfaite, de la bille d'une rondeur absolue. Ce voyage, du tesson à la perle de verre, est une leçon d'ingéniosité et de persévérance. Préparez-vous à une immersion totale dans les sons, les odeurs et les lumières d'une industrie cachée. L'air est lourd, saturé d'une odeur de terre sèche et de minéraux chauffés. Le contraste entre l'obscurité relative de l'atelier et l'éclat aveuglant du four est une signature visuelle de ce lieu où la matière est domptée par le feu. Si vous êtes fasciné par ces processus de fabrication que le monde moderne a oubliés, si vous aimez découvrir les coulisses de la transformation de la matière, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos reportages exclusifs. Le cycle de production ne commence pas dans la lumière éclatante du four, mais dans l'ombre et la poussière. Le premier acte est celui de la collecte, un travail d'une intensité physique et d'une minutie surprenante qui se déroule dans un environnement de travail brut et sans concession. Le sol de l'atelier est un véritable gisement, une mosaïque chaotique de verre brisé. Des fragments de toute taille et de toute teinte, vert, brun, parfois bleutés, jonchent l'espace, mêlés à la terre battue et à la poussière fine soulevée par les mouvements constants. C'est un paysage de débris, où chaque pas doit être mesuré pour éviter la coupure. Les ouvriers, silhouettes courbées sous l'effort, s'affairent. Leurs mains sont gantées, leurs visages protégés par des masques rudimentaires, contre la poussière de silice. Ils ne travaillent pas avec des engins sophistiqués, mais avec les outils les plus fondamentaux, ceux qui exigent la force et l'endurance, la pelle et la brouette. Le bruit sec et métallique de la pelle raclant le sol pour amasser les tessons et la bande-son lancinante de cette première étape. Chaque coup de pelle est un tri initial, une sélection intuitive où l'œil expérimenté distingue déjà les impuretés des éclats exploitables. Le verre est lourd, dense. Les brouettes se remplissent rapidement, le poids tirant sur les bras et les dos. Ce n'est pas un travail de chaîne, mais un labeur artisanal où la force physique et l'endurance sont primordiales. La poussière de verre, irritante et omniprésente, enveloppe l'atmosphère, créant un halo flou autour des hommes. Le geste est lent, mesuré, mais incessant. Il faut ramasser, charger, pousser, décharger. C'est la première étape de la valorisation. Transformer le désordre en stock, le déchet en ressource. L'odeur de la terre humide et du verre froid se mêle à la sueur, composant le parfum âpre de l'effort. Une fois le verre brut acheminé, il doit subir une première transformation, la purification. Le verre collecté est souvent humide, souillé par la terre et les résidus organiques. Il est étalé sur de grandes bâches ou des surfaces planes pour sécher au soleil ou à la chaleur résiduelle de l'atelier. Une étape simple mais essentielle pour garantir une fusion propre et sans défaut. L'humidité, si elle était conservée, provoquerait des réactions violentes et des défauts majeurs lors de la montée en température. Vient ensuite le tamisage, l'étape de la grande séparation. Le verre est versé dans des tamis, souvent actionnés manuellement ou par un mécanisme vibratoire simple. Les mailles du tamis sont calibrées avec précision. Elles sont conçues pour ne laisser passer que les particules les plus fines, les poudres, les éclats minuscules, qui sont écartés pour l'instant. Ces fines particules, appelées fines de verre, pourraient être utilisées ultérieurement comme charge ou additifs, mais elles sont impropres à la fusion directe pour la production de billes. Ce qui reste, ce sont les éclats épais, les morceaux robustes, ceux qui possèdent la masse et la pureté nécessaires pour devenir, après fusion, une bille de taille standard. Ce tri est d'une importance capitale. Introduire des impuretés ou des fragments trop petits dans le four pourrait altérer la qualité du verre fondu, provoquer des bulles, des inclusions ou des faiblesses structurelles dans la bille finale. C'est une étape de contrôle qualité rudimentaire, mais d'une efficacité redoutable, où la main de l'homme et la simplicité mécanique garantissent la pureté de la matière première. Le bruit du tamisage est un crissement sec et continu,
le son des milliers de fragments qui se frottent et se séparent. Le verre purifié est désormais prêt pour son baptême du feu. C'est l'étape la plus spectaculaire, celle où la matière change d'état, passant de solide cassant à liquide incandescent. Les morceaux de verre calibrés sont acheminés vers le four. Cet équipement est l'épicentre de l'atelier, son cœur battant. Il est décrit comme rudimentaire, fabriqué de fortune, ce qui accentue le contraste entre l'apparence brute de l'installation et la finesse du processus qu'elle abrite. Il ne s'agit pas d'un four industriel sophistiqué, mais d'une structure simple, probablement isolée avec des briques réfractaires locales et de l'argile, alimentée par un combustible constant. Bois, charbon ou, comme nous le verrons, des matériaux composites. L'atmosphère autour du four est écrasante. La chaleur rayonnante est intense, palpable à plusieurs mètres. Les ouvriers qui travaillent à proximité doivent se relayer fréquemment pour éviter l'épuisement. Le bruit est celui d'une combustion puissante, un rugissement sourd et continu qui témoigne de l'énergie colossale déployée pour atteindre la température de fusion du verre, souvent au-delà de 1500 degrés Celsius. L'air vibre littéralement sous l'effet de la chaleur. À l'intérieur de ce creuset ardent, la métamorphose s'opère. Les éclats de verre, jetés dans la fournaise, commencent à se ramollir, puis à se liquéfier. Le verre perd sa forme anguleuse et sa rigidité. Il devient une masse visqueuse, d'une couleur rouge-orangée éblouissante, qui se comporte comme du métal en fusion. Cette comparaison n'est pas anodine. Elle souligne la densité et la fluidité du verre à cette température extrême. Il coule lentement, lourdement, un fleuve de lumière en fusion. La matière, autrefois transparente ou colorée, est maintenant uniformément lumineuse, un signe que toutes les impuretés organiques ont été brûlées et que le mélange est homogène. La fusion permet d'éliminer les bulles d'air piégées dans la masse, un processus appelé affinage, essentiel pour la clarté et la solidité de la bille finale. Le four est conçu pour permettre au verre fondu de s'écouler par une ouverture calibrée, un orifice que l'on appelle la gouttière ou le feeder. C'est le passage de la masse informe à la précision de la goutte. Le verre en fusion s'étire, résistant à la gravité par sa viscosité, avant d'entamer sa chute vers l'étape suivante. Le verre liquide quitte le four et entre dans la zone de formation, un espace où la mécanique de précision prend le relais de la force brute du feu. C'est ici que l'ingéniosité humaine se manifeste pour transformer un flux en une forme parfaite. Le verre fondu coule en un filet continu, un ruban incandescent. C'est là qu'intervient une machinerie simple mais essentielle, héritée des techniques verrières ancestrales. 2 pinces mécaniques. Leur mouvement est rythmé, précis, presque chirurgical, actionné par un mécanisme simple mais fiable. Elles agissent comme des ciseaux, découpant le filet de verre liquide, goutte par goutte. Chaque coupure est un acte de naissance. La tension superficielle du verre en fusion, combinée à la coupe nette des pinces, force la matière à se contracter immédiatement en une forme sphérique. La gravité fait le reste. Chaque goutte se détache et, par un effet physique naturel, prend la forme d'une mini-boule brûlante. La taille de la bille est directement contrôlée par la vitesse de la coupe et le débit du verre fondu. C'est un équilibre délicat entre la viscosité du verre et la cadence mécanique. Ces billes primitives, encore incandescentes, sont d'un rouge éclatant, portant en elles la chaleur du four. Elles tombent dans un rail métallique, une gouttière inclinée qui les guide vers l'étape suivante. Le contact du verre brûlant avec le métal provoque un sifflement subtil, un crépitement qui marque le début du refroidissement et de la solidification. La bille, bien que sphérique, n'est pas encore parfaite. Le processus de découpe laisse de légères imperfections, des aspérités qui doivent être éliminées pour atteindre la qualité requise. C'est le rôle crucial des rouleaux métalliques. Les billes incandescentes sont canalisées pour passer entre 2 cylindres massifs, tournant à une vitesse calculée. Ces rouleaux agissent comme un moule dynamique, un dispositif de façonnage continu. Le verre, encore suffisamment malléable par sa chaleur résiduelle, est pressé et roulé. Ce mouvement de rotation et de pression constante arrondit la bille à la perfection. C'est un polissage thermique et mécanique, où la matière est forcée d'adopter la géométrie idéale. Le temps de passage entre les rouleaux est court, mais suffisant pour garantir une tolérance de rondeur extrêmement faible. Le bruit de cette étape est un roulement continu,
le son du métal travaillant le verre. La lumière émise par les billes est réfléchie par les rouleaux, créant un scintillement hypnotique. C'est la beauté de la mécanique au service de la perfection géométrique. Une fois la rondeur acquise, les billes chutent enfin dans un bidon métallique. Ce bidon sert de premier réceptacle de refroidissement, mais il joue également un rôle de trempe contrôlée. La chute est courte, mais le changement d'environnement est radical. Le métal froid du bidon absorbe rapidement une partie de la chaleur, permettant aux billes de se solidifier complètement et de fixer leur forme définitive. Le bruit des billes s'accumulant dans le bidon est un cliquetis sec et régulier, le son de la production mesurée. C'est le passage de l'état incandescent à l'état de produit fini, même si le refroidissement complet prendra encore du temps. Ce refroidissement rapide, bien que non maîtrisé comme dans une étuve industrielle, confère déjà une certaine résistance aux billes, les préparant à la manipulation. L'atelier abrite un autre processus, plus énigmatique, qui semble essentiel au bon fonctionnement de l'ensemble. C'est le travail de la pâte noire, une opération qui révèle l'économie de moyens et l'ingéniosité de cet artisanat industriel. Dans une zone adjacente, on observe un mélange étrange. Des sacs de fibres rouges sont manipulés. Ces fibres, dont la nature exacte, synthétique, végétale, minérale, n'est pas précisée, sont soumises à une chaleur intense. L'hypothèse la plus probable est qu'il s'agit de fibres plastiques ou de matériaux composites riches en carbone. L'outil utilisé est le chalumeau. Le feu direct est appliqué sur les fibres, les faisant fondre et les transformant en une masse poisseuse. Le processus de combustion est partiel et contrôlé. Le feu ne vise pas à incinérer, mais à décomposer et à lier. Cette matière est ensuite mélangée dans un chaudron, créant une pâte noire et lourde. Le processus de combustion et de mélange est manuel, nécessitant une attention constante pour obtenir la consistance désirée. L'odeur âcre de la combustion incomplète se dégage, contrastant avec la chaleur minérale du four. Une fois la pâte prête, elle est déversée au sol et aplatie à l'aide d'un cylindre métallique, un peu comme un rouleau à pâtisserie géant. Elle est étalée en une couche uniforme et dense. Quel est le rôle précis de cette pâte ? Dans le contexte d'un atelier de verrerie artisanale, où les ressources sont limitées, cette pâte est probablement un matériau de maintenance essentiel. Revêtement réfractaire et isolation. La pâte sert très probablement de revêtement isolant pour certaines parties du four ou des rails métalliques. Une fois sèche, cette matière dense et riche en carbone pourrait offrir une excellente résistance thermique. Elle est utilisée pour colmater les fissures, renforcer les joints des briques réfractaires ou créer une couche protectrice contre la déperdition de chaleur. L'isolation est cruciale pour maintenir l'efficacité énergétique du four rudimentaire. Protection des supports. Elle pourrait également être appliquée sur les supports métalliques pour les protéger de la chaleur intense et de la corrosion causée par les vapeurs de verre ou les résidus de combustion. Combustible ou liant. Moins probable comme combustible principal, elle pourrait servir de liant pour des agglomérats de combustible ou pour réparer les outils et les moules temporaires. Quoi qu'il en soit, ce processus parallèle, nécessitant l'usage du feu et d'une matière composite, souligne l'ingéniosité et l'économie de moyens de cet atelier. Rien n'est perdu, et même les résidus ou les matériaux d'appoint sont transformés pour servir la production. C'est une boucle de maintenance autosuffisante, une preuve de la résilience de l'artisanat industriel. Le temps de refroidissement est écoulé. Les billes, autrefois des gouttes de feu, sont maintenant des objets froids, solides et d'une couleur verte uniforme. Elles sont prêtes à quitter l'atelier. Au sol, à l'extérieur de la zone de production immédiate, les ouvriers ramassent les billes terminées. Elles sont lisses, d'une rondeur parfaite, et leur densité témoigne de la qualité de la fusion. C'est le moment de la récolte, la récompense du labeur. Le ramassage se fait souvent à la main ou avec des outils simples, permettant un dernier contrôle visuel. Les billes défectueuses, mal formées, fissurées, sont écartées et, dans un geste d'économie circulaire, probablement renvoyées au début du cycle, dans la zone de collecte, pour être refondues. Le bruit des billes, qui s'entrechoquent dans les sacs, est un son cristallin, le chant du produit fini. Ce n'est plus le cliquetis sec de la production, mais le son plein et satisfaisant de la marchandise, prête à être expédiée. Les billes sont chargées dans des sacs robustes, qui sont ensuite transportés et empilés. Le transport se fait souvent à l'épaule ou à l'aide de chariots simples, reflétant la nature artisanale de l'opération.
Le stockage des sacs marque la fin du processus physique. Le déchet est devenu un produit de valeur prêt à être utilisé dans la construction, comme agrégat, la décoration ou d'autres applications industrielles. Chaque sac représente une victoire sur le gaspillage, une quantité de matière sauvée de l'enfouissement. La vidéo se termine sur une image puissante, les ouvriers ramassant de nouvelles billes au sol. Cette image n'est pas une répétition, mais une affirmation. Elle symbolise le cycle permanent de cet atelier. Le déchet d'hier est la matière première d'aujourd'hui. La production n'est pas une ligne droite, mais une boucle continue où la matière n'est jamais perdue, mais sans cesse régénérée. C'est une économie circulaire en action, un modèle où l'ingéniosité humaine transforme le rebut en ressource. D'un déchet fragile et coupant, l'industrie artisanale a créé un objet solide, utile et d'une beauté simple. C'est la preuve que même dans les processus les plus rudimentaires, il y a une sophistication technique et une profonde leçon de respect de la matière. Cette transformation est plus qu'un simple recyclage. C'est une renaissance industrielle, une démonstration de la valeur que l'on peut extraire de ce que d'autres considèrent comme sans importance. Le cycle se poursuit, inlassablement, dans la chaleur, la poussière et le bruit des machines simples. Nous avons suivi le verre brisé dans son voyage de la décharge à la perfection. Nous avons vu la force des hommes, la puissance du feu et la précision de la mécanique simple. Le résultat est là, des billes de verre, symbole de la capacité humaine à innover et à réutiliser. Ce processus, souvent invisible, est un maillon essentiel de l'économie mondiale. Il nous rappelle que la valeur n'est pas intrinsèque, mais qu'elle est créée par la transformation, par l'effort et par l'ingéniosité. La prochaine fois que vous verrez un objet en verre, rappelez-vous que son destin n'est pas la poubelle, mais potentiellement une nouvelle vie, sous une forme nouvelle et utile. Si ces transformations, ces cycles de vie cachés de la matière, vous fascinent, si vous souhaitez continuer à explorer les coulisses du monde industriel et artisanal, alors n'hésitez plus. Abonnez-vous pour découvrir d'autres processus de fabrication, laissez un pouce bleu si ce reportage vous a plu et partagez cette vidéo pour montrer à votre entourage la seconde vie incroyable du verre. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces histoires de transformation et d'innovation et de mettre en lumière le travail acharné de ces artisans de la matière. Le cycle continue. À bientôt pour une nouvelle immersion au cœur de l'industrie cachée.